parce qu'ils perdurent, et donc les militants ne lâchent rien. Ce qui est intéressant, c'est que ce mouvement contribue à cloisonner les attentions que les hommes, les militants, les défenseurs des animaux vont porter. C'est-à-dire qu'on va avoir les combats pour défendre les chevaux, on va avoir les combats pour défendre les chiens, et on va avoir les combats pour défendre les taureaux, notamment dans le cadre des corridas. De sorte qu'au cours de la première moitié du XXe siècle, les propositions, les projets de loi se multiplient et continuent toujours plus que jamais à mobiliser les militants. Alors, quand on regarde un petit peu tout ce qui se passe au XXe siècle, on se demande si véritablement il y a une attention, une réelle volonté, quelque part, en tout cas une réelle conviction de soutenir ce mouvement, ou tout simplement s'agissait-il de causes électoralistes. C'est toujours un peu cette question qui se pose. Toujours est-il que les députés sont intervenus, et en 1959, eh bien, la loi Grammont est révisée, et maintenant, tous les mauvais traitements envers les animaux sont punis, peu importe qu'ils soient commis à l'intérieur du domicile, dans une propriété privée. On intervient. Pour les juristes, l'emprise du droit de propriété sur la condition de l'animal en France donc, se fissure quelque part, et ça c'est plutôt positif pour les défenseurs des animaux. En 1963 également, on vient opérer une distinction entre les mauvais traitements qui ressortent tout simplement des contraventions, des véritables actes de cruauté qui, eux, finalement, constituent de véritables délits, et ça c'est important. Mais ce qui va véritablement jeter le feu, on va dire, à tout ce débat, c'est la loi du 10 juillet 1976, celle-là même finalement qu'aujourd'hui, Jean Glavady, Colette Cadevielle et Untermeyer proposent donc de mettre en place un code civil. C'est cette fameuse loi du 10 juillet qui reconnaît la sensibilité aux animaux. Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son comportement, prévoit son article 9, et c'est cet article-là qui sera inséré dans le Code rural, à l'article L214.1. Finalement, avec cette loi du 10 juillet 1976 qui reconnaît la sensibilité enfin des animaux, c'est quelque part appliquer et faire sienne, finalement, la question que posait en 1789 le jurisconsulte Jérémy Bentham dans son introduction au principe de la morale et de la législation, quand il écrivait « La question n'est pas peuvent-ils raisonner, peuvent-ils parler, mais la question est peuvent-ils souffrir ?» Quelque part, en 1976, c'était répondre à cette question. Oui, les animaux peuvent souffrir, donc on prend en compte cette souffrance. La nouveauté de taille, et l'animal, désormais, dispose, on va dire, d'un nouveau statut juridique. Il reste un bien mobilier, mais en tout cas, sa souffrance est prise en considération. Désormais, l'homme ne peut plus le maltraiter, ne peut plus le jeter comme ça parmi les encombrants. Alors, s'il devient ainsi indispensable de se débarrasser de son chien avec les encombrants sans encourir une peine, les Français ne manquent pas de faire entorse à cette loi, surtout quand vient l'été, et on ne dénombre pas, et on dénombre encore aujourd'hui le nombre des chiens abandonnés quand vient l'été. Ce cynisme-là n'a pas de limite, et régulièrement, notamment au début du XXIe siècle, les juristes avaient à juger de ce propriétaire qui n'avait pas trouvé mieux que de laisser son chien durant son séjour sur le balcon avec une muselière en plein soleil, avec une gamelle d'eau, mais avec la muselière, la pauvre ne pouvait pas boire. Quoi qu'il en soit, cette nouvelle législation permet de prendre conscience de l'attachement que l'homme éprouve envers son animal, et surtout elle permet également de faire évoluer la condition de ce dernier dans le système juridique. Car si on se moque, et on aime bien se moquer d'ailleurs, de ceux qui vouent toute leur attention, de ces dames qui ont leurs petits chiens sur leurs genoux au restaurant, qui leur donnent à manger, qui leur mettent des petits vêtements, etc., et bien quelque part, ce droit à l'affection est reconnu et est surtout protégé. Et ça, c'est quelque chose de très important. Car on ne peut pas, qui a d'ailleurs le droit de dire oh, ça c'est qu'un chien, vous ne pouvez pas vous comporter de la sorte, vous ne pouvez pas le considérer comme un bébé, ce n'est qu'un animal. Non. Pour certaines personnes, cet animal-là, c'est plus qu'un animal. C'est celui qui est là pour les mauvais coups durs, c'est un véritable soutien psychologique, et ça, on ne peut pas passer outre. Et quelque part, eh bien, le droit est venu protéger ces sentiments de l'homme vis-à-vis de son chien. Une consécration, autant dire, qui est semée d'embûches, puisque pour l'essentiel des juristes, et l'essentiel en tout cas des magistrats, l'animal est un objet de droit et non un sujet de droit. C'est donc avec une infinie précaution que les tribunaux se sont engagés dans cette voie au cours de la seconde moitié du XXe siècle.
Dans un premier temps, on va dire qu'ils ont été un petit peu contraints, d'ailleurs, puisque le droit à la présence d'un animal de compagnie, tel que le chien ou le chat, dans une habitation locative, était interdite. Jusqu'en 1970, les bailleurs avaient l'autorisation d'inclure dans leur contrat de bail une clause stipulant l'interdiction, tout simplement, de détenir un animal de compagnie. Et puis évidemment, face aux problèmes que cela procurait, et face évidemment à tous ces gens qui ne pouvaient pas vivre sans leur animal, le législateur est intervenu en juillet 1970 pour proscrire évidemment toute clause de ce genre. Le locataire est désormais donc libre de meubler son logement avec un animal. Mais c'est d'un autre domaine que sont venus à la fois les cas de conscience les plus délicats et surtout la pression la plus forte du droit d'aimer son animal et l'embarras le plus marqué chez les magistrats. Une seule question vient finalement cristalliser ces embarras. Les tribunaux doivent-ils reconnaître le droit à réparation pour le préjudice moral du maître quant à la mort de son animal ? Ici, l'histoire commence un beau matin de juillet 1953, lorsque Lunus, un cheval de course, meurt électrocuté après avoir saisi une lampe qui éclairait son box. Le propriétaire est choqué et il assigne la société hippique et le président et l'entraîneur pour, évidemment, mauvaise garde. Le 5 juillet 1956, la Cour d'appel de Bordeaux reconnaît, outre effectivement le préjudice matériel, puisque le cheval étant un objet, il y a un préjudice matériel, mais également un préjudice moral consécutif à la peine causée par la mort du cheval envers le propriétaire. Alors la société hippique qui se retrouve condamnée n'est pas contente, elle se pourvoit en cassation, motif que les dommages-intérêts alloués au titre du préjudice moral ne peuvent s'appliquer qu'à l'occasion de la perte d'un être cher, autrement dit d'un être humain, et certainement pas d'un animal. Mais contre toute attente, en janvier 1962, la Chambre civile de la Cour de cassation se prononce dans un arrêt retentissant. Elle reconnaît qu'indépendamment du préjudice matériel qu'elle entraîne, la mort d'un animal peut être pour son propriétaire la cause d'un préjudice d'ordre subjectif et affectif susceptible de donner lieu à réparation. Par cette décision, la Cour de cassation rapprochait donc l'homme de la bête et la bête de l'homme. Surtout, elle venait décider qu'un être humain peut éprouver un préjudice affectif aussi bien en cas de décès d'un membre de sa famille qu'en cas de mort d'un animal domestique. Et ça, c'est nouveau. Tellement nouveau que quelques mois plus tard, sans doute encouragé par cette affaire, eh bien, le tribunal de grande instance de Caen fait preuve d'une audace encore plus grande dans l'affaire dite Mirza. Alors, si on reprend un petit peu les faits, un soir de mai 1962, sur le grand cours de Caen, Yeda von van der Vogel, alias Mirza, petite chienne teckel inscrite au livre des origines françaises, se promène tranquillement avec sa maîtresse lorsqu'elle se croise, pour leur malheur, un berger allemand. Donc je vous laisse imaginer la scène. Le berger allemand se jette sur la pauvre bête et la laisse pratiquement pour morte. Le 30 octobre, le tribunal estime qu'il est certain que les intérêts d'affection méritent protection, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'un animal d'intérieur, qui, comme le chien, inspire un grand attachement à son maître dont il est le compagnon. Alors la décision est tonitruante et le microcosme des juristes s'enflamme. On parle d'instant d'aberration, on rappelle que l'affection ne concerne que le lien unissant deux êtres humains et certainement pas un humain et un animal, et surtout, on déplore le fait de comparer un chien à un enfant. Bref, un vent de scandale comme ça se déferle sur le petit milieu des doctrinaires, et aux condamnations morales s'ajoutent des objections bien plus techniques auxquelles finalement on n'avait pas pensé et qui jettent à nouveau de l'eau sur le feu. À commencer par la difficulté de savoir quels animaux sont ici concernés par ces préjudices moraux. En effet, pour le tribunal de Caen, on vise des animaux d'intérieur, autrement dit les chiens, on va dire les chats. Se pose également la question de l'indemnité. Dans l'affaire Lunus, 1500 francs de l'époque pour le cheval, 600 francs pour le chien. Est-ce qu'on évalue le préjudice en fonction de la grosseur de l'animal? On ne sait pas. Mais ce n'est pas tout. Comment expliquer que l'affection qui existe entre un homme et son animal constitue désormais un intérêt légitime, juridiquement protégé, alors que ce même intérêt juridique n'est pas reconnu dans les années 60 entre les fiancés ou les concubins? Donc là, ça posait un gros problème. Depuis ce moment, le scandale ne désenfle pas, il hante les prétoires et les colonnes des revues juridiques,
sans jamais véritablement dépasser les portes du Parlement. Mais une chose est sûre, l'affection éprouvée à l'égard des bêtes ne peut désormais plus être ignorée, et encore plus son indemnisation en cas de préjudice, même si on a estimé que c'était des signes d'aberration. Par une décision d'ailleurs de 1982, la Cour de cassation finissait par banaliser le principe, à estimer que de toute façon, toute atteinte à l'animal pouvait provoquer chez le propriétaire un préjudice non seulement matériel, mais également moral. Dans cette affaire, il s'agissait du décès d'un chien qui avait vu 3 jours plus tôt son vétérinaire. Le vétérinaire ne voulait pas se déplacer, l'animal faisait 63 kilos. L'animal est décédé et le vétérinaire avait été condamné à payer des dommages et intérêts. Pour les magistrats, on avait estimé qu'il y avait eu un préjudice moral des propriétaires puisqu'ils avaient perdu leur être cher. Au même moment, il faut savoir également que les tribunaux sont saisis de bien d'autres questions qui vont finalement encore les embêter. C'est surtout en cas de divorce, puisqu'on a vu encore dernièrement, les magistrats doivent départager la garde du chien. Et le fait d'appliquer la législation à l'enfance sur la garde du chien provoque évidemment des cris de la part des juristes, puisqu'on estime qu'on n'a pas appliqué en matière de garde du chien la législation sur l'enfance. Or, comment réagir face à des gens pour qui le chien est toute la vie? Donc ça, c'est très difficile et ça pose des cas de conscience et malheureusement, la justice n'a toujours pas réglé ce problème. Donc le trajet est long et plutôt tortueux depuis la loi Grammont en 1850 qui conduit finalement la société française à reconnaître l'attachement affectif de l'homme pour son animal et à donner à ce dernier un statut qui s'est ouvert à d'autres considérations. Mais malgré tout, eh bien, pour le droit, le chien reste et demeure une chose. Le combat, finalement, quelque part, ne fait que commencer. Il ne fait que commencer et c'est sans doute dans la complainte existentielle de Snoopy, ce célèbre petit chien, créé par Charles Schulz, que se trouve finalement le mieux d'exprimer tous les enjeux du débat d'aujourd'hui. Cette pensée philosophique m'a un peu guidée quand j'ai écrit ce livre, quand il fait dire à Snoopy, hier j'étais un chien, aujourd'hui je suis un chien, demain je serai probablement toujours un chien, bon sang, il est vraiment difficile d'obtenir de l'avancement. Et c'est pas faux. C'est difficile d'obtenir de l'avancement quand on est un petit chien, d'autant qu'il y a un mot qui vient tout de suite à l'esprit dès qu'on parle du chien, c'est l'anthropomorphisme. C'est un grand mot, et c'est le grand mot de cette histoire au fond, c'est celui qui couvre une grande bataille. L'anthropomorphisme, c'est quoi? C'est l'acte de revêtir un objet déjà existant de forme ou d'attribut humain. Et cet anthropomorphisme-là vient finalement agir comme une épée de Damoclès sur les principes les mieux établis de notre législation, ce autrement dit de la division du monde en 2 catégories. D'un côté, il y a les biens et de l'autre, il y a les personnes. La perspective, on le devine, divise violemment les juristes. Quelles seraient, quelque part, les conséquences sur le droit d'une extension de la personnalité juridique aux animaux? En somme, est-ce que l'animal peut devenir un jour sujet de droit? Ça pose problème. Alors, c'est un débat qui commence au tout début du XXe siècle, surtout dans l'entre-deux-guerres, puisqu'on estime que les animaux commencent à avoir une espèce de semi-personnalité, et donc on peut les considérer autrement que comme des choses. Après-guerre, la conception anthropomorphique continue à alimenter la controverse et il y a un texte qui vient cristalliser les attentions. Il s'agit de la Déclaration des droits de l'animal. Alors on l'imagine sans mal poussée par l'humanisme du XVIIIe siècle et surtout la Déclaration des droits de l'homme en 1789 et également inspirée, on l'imagine, par le vibrant plaidoyer d'Émile Zola lorsqu'il écrit en 1891 quand il appelle notamment la création d'une véritable internationale animale. Donc, tous ces éléments, on pense qu'ils ont inspiré André Géraud en 1924 lorsqu'il rédige une déclaration des droits de l'animal. Égal devant la joie et devant la souffrance, dont toutes les créatures animées naissent libres et égales en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ou pour leur bien personnel. Mais c'est surtout dans les années 1970 et 80 que le débat finalement est encore plus vif. Dans ces années marquées par les nouvelles conceptions philosophiques, eh bien, on a une nouvelle conception qui émerge et qui est assez extrême, parce qu'on a parlé un peu de spécisme,
issue donc du monde anglo-saxon. C'est une philosophie qui s'appuie sur, on va dire, des positions très 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 extrémistes. C'est Peter Singer et Tom Regan qui emportent le mouvement. Vous avez encore Cyril Nick ou Elisabeth de Fontenay en France, et qui développe cette théorie de la libération animale. Et cette théorie mise notamment sur la notion de sensibilité. Alors eux, ils vont même plus loin, puisqu'ils partent du principe qu'on ne va plus manger des animaux et qu'on deviendrait tous des végétariens. Donc c'était vraiment une théorie très très très, très extrémiste, mais quelque part, il faut des théories comme ça, puisque ça permet de faire évoluer en tout cas les rapports que l'homme porte vis-à-vis des animaux. Jetant un pavé dans la mare, ses opposants à la reconnaissance d'une personnalité juridique propre, eh bien, jetant donc un pavé dans la mare dans les opposants à la reconnaissance d'une personnalité juridique propre, on a la création donc de la DUDA, la Déclaration universelle des droits de l'animal, qui est proclamée donc un demi-siècle plus tard après celle de Géraud, en 1978 à Paris, à la maison de l'UNESCO. Et c'est la première fois avec la DUDA, cette Déclaration donc universelle des droits de l'animal, que finalement l'animal n'est plus considéré comme un objet ou un bien meuble et qu'il est défendu par lui-même en tant qu'animal, puisqu'au fond c'est ce que revendiquent les défenseurs des animaux, c'est qu'il y ait une catégorie des biens, qu'il y ait une catégorie des personnes, puis qu'il y ait une catégorie des animaux tout simplement. Alors cette Déclaration universelle des droits de l'homme a été inspirée par les travaux de Georges Heuss, texte d'ailleurs qui a été largement remanié par le travail conjugué de plusieurs associations françaises de défense des animaux, comme la Ligue française des droits de l'animal, et de quelques personnalités également acquises à la cause, comme Alfred Kessler ou Jean-Claude Mouet. Et surtout, dans cette déclaration, on vise à exclure le spécisme dû aux hiérarchies que l'homme a établies à son propre usage et selon des critères anthropomorphiques. 14 articles composent cette déclaration sur le modèle de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, et elle dénonce concrètement la vision anthropocentrique qui domine dans les sociétés occidentales. Elle impose à l'homme de respecter les animaux au même titre que ses semblables. Alors autant dire que dans un tel contexte, les années 70-80, les juristes français ont eu du mal à s'y retrouver, ils étaient piégés dans leur conservatisme et aussi par la nécessité de faire évoluer la loi, puisqu'ils ne sont pas notamment enfermés à l'évolution. Mais comme souvent, c'est bien gentil de penser à l'évolution de la loi, mais en pratique c'est plus compliqué à mettre en place. Et c'est ici que les attentions se focalisent. Certains se mobilisent, et notamment en 1980 autour de Caroline Deckpers, qui est une avocate militante qui a longtemps combattu les opposants, en tout cas à la création d'une personnalité animale, et elle voulait vraiment créer une catégorie qu'on aurait pu appeler intérêt juridiquement protégé, en reprenant un petit peu les décisions des années 60. Mais finalement, elle se rendait bien compte que c'est un peu plus compliqué que ça, et ça n'allait pas le faire. Dans les années 90, également, les universitaires se sont emparés du mouvement. Je pense notamment à Jean-Pierre Marquenot, qui est professeur à l'université de Limoges, ou encore Pierre-Jérôme Delage, qui vient de soutenir une thèse sur l'animal, la condition de l'animal, où justement ils essaient de revendiquer la nouvelle place des animaux dans la société. Mais pareil, sauf à s'attirer la moquerie de leur père, sauf à être finalement ostracisés par le milieu des penseurs, difficile, aujourd'hui encore, de pouvoir revendiquer un tel mouvement. Pourtant, au même moment, dans les années 90, les rédacteurs du nouveau code pénal, en 92, se disent « Tiens, nous, on va inclure cette condition d'être sensible dans le code pénal », et quelque part, finalement, en 90, dans les années 90, et le code rural et le code pénal, eux, avaient déjà prévu la sensibilité des êtres. Alors, promotion inadaptée ou costume beaucoup trop somptueux, ça c'est la question qui se pose. Une chose est sûre, c'est que conférer la personnalité juridique aux animaux ne fait pas encore l'unanimité, le chemin est long. D'autres idées font leur chemin, alors si les intérêts protégés juridiquement ne créent pas, on va dire, l'unanimité, certains préconisent la création d'une sorte de notion intermédiaire. On parle de succédané de personnes morales comme les entreprises, on a les personnes physiques et les personnes morales, mais bon, l'appliquer aux animaux c'est assez étrange. On a parlé de biens protégés, mais donc pareil, ça ne marche pas. Donc tout y passe comme qualificatif, mais rien ne se passe. Et surtout, il y a quelque chose d'important qui se produit, c'est que la France, elle commence à être isolée sur cette question du statut de l'animal et sa volonté de le maintenir dans la catégorie des choses.
Et l'inconvénient est d'autant plus important qu'en Europe, les pays voisins, je pense notamment à l'Autriche en 1988, je pense notamment à l'Allemagne en 1990 ou encore la Suisse en 2003, eh bien ces pays ont fait évoluer leur législation et ont sorti les animaux tout simplement de la catégorie des biens, des choses, et ont créé tout simplement la catégorie des animaux. Et en France, toujours pas. Alors la Suisse évidemment avec excès, puisqu'ils recommandent de mettre les langoustines et homards et autres langoustes dans le congélateur afin d'éviter une mort cruelle en les jetant encore vivants dans l'eau bouillante. Mais bon, en France on n'en est pas encore là, mais sachez qu'en Suisse on développe en tout cas cette manière de faire. Et au bout du compte, au début du XXIe siècle, les propositions qui tentent à sortir les animaux des biens sont, en France en tout cas, loin d'être satisfaisantes. Au moment du bicentenaire du Code civil, on a cru à une lueur d'espoir. On s'est dit, tiens, est-ce que la France va pouvoir faire évoluer sa législation? Et c'est l'association Capitan qui a réuni des praticiens et des théoriciens qui ont décidé en 2006 de réécrire entièrement la partie sur les droits des biens du Code civil. Il était grand temps, en gros, de prendre l'exemple sur les pays voisins et d'extraire de ces choses animées les animaux. Surtout, il était grand temps de désacraliser ce fameux code napoléonien. Résultat, on pourrait dire à l'exemple de Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. Après 2 ans de travail, une complète réécriture des textes, les propositions de réforme quant au statut de l'animal se sont heurtées tout simplement aux gardiens du temps, qui eux sont bien plus mobilisés et qui ont toujours les arguments décisifs sur le chapeau pour critiquer toute éventuelle réforme. Et quand on regarde finalement les premières pistes avancées dès la fin du 19e et au début du 20e pour changer ce statut des animaux, eh bien les critiques n'ont en effet pas manqué à l'encontre de ceux que l'on appelait ces âmes tendres du droit, dont l'excès de sensibilité à l'égard des bêtes, estimait-on, venait visiblement étouffer la raison du juriste. Et d'une manière générale, si au fil des décennies les points de vue n'ont pas manqué de diverger sur cette épineuse question, eh bien le silence a longtemps prédominé. Moins on en parle, moins on est tenté de faire entrer les animaux dans la catégorie des sujets de droit. Pourtant, le débat existe bel et bien, et on l'a vu encore en octobre dernier. Il est vif, les positions sont affirmées. Les exégètes du Code civil ne boudent pas le combat, c'est de ce côté-ci de la norme qu'on estime que l'animal n'est pas un acteur de la vie juridique, il ne le sera jamais. Les raisons sont simples. Il ne jouit d'aucune des qualités reconnues à une personne humaine. Il ne peut pas être titulaire de droit, il ne peut pas titulaire d'obligation, autrement dit, il ne peut pas participer à la mise en scène du droit. Alors évidemment, face à des arguments massus comme ça, les défenseurs de la cause animale ont du mal à faire revendiquer l'évolution du statut de l'animal. Et pourtant, à mieux y regarder, l'argument avancé comme ça par les exégètes a du mal quand même à convaincre. Il faut quand même beaucoup de mauvaise foi historique pour oublier que notre histoire juridique n'a pas toujours été exempte d'ambiguïté. Il suffit qu'on songe au statut des esclaves, qu'on songe à la place de la femme, qu'on songe encore aux handicapés ou encore aux personnes âgées. Tous ont longtemps été exclus de la norme. Mais on a bien fait évoluer la norme pour leur permettre de participer à la société. Donc, pourquoi pas faire participer les animaux eux aussi à cette évolution? Au Moyen-Âge, ça arrangeait bien les hommes d'humaniser les animaux pour les juger. Si on pense notamment aux victimes dans les villages au Moyen-Âge, les porcs, les animaux erraient comme ça dans les rues, et malheur à celui qui piétinait les pieds ou qui tuait un enfant. On humanisait l'animal pour mieux le pendre comme un humain. Là, ça nous arrangeait, mais pour lui faire avoir d'autres droits, là, c'est un petit peu plus embêtant. Donc on se rend bien compte que les femmes, les esclaves, ont eux accédé à une promotion, mais les derniers, finalement, un vestige juridique assez pittoresque des temps anciens, finalement, ont tout simplement disparu. Donc, quelque part, on se dit, pourquoi pas faire évoluer la cause animale. Les dernières tentatives de réforme et de dialogue ont d'ailleurs misé sur la notion de bien-être de l'animal, mais encore une fois, elles ont du mal à s'imposer dans l'espace politique français, où il faut bien dire, l'indifférence et le mépris laissent peu d'espoir. Donc entre débats d'experts, des commissions, de réformes, des rapports ministériels, quelque part on a abouti à ce fameux amendement numéro 59 que j'évoquais pour commencer, et qui prévoit justement d'insérer dans le Code civil cet état de sensibilité. Mais avec toujours l'idée que l'animal doit être régi
selon le régime des biens corporels. Alors, fruit d'une histoire humaine longue et décisive, l'animal, notamment de compagnie, qu'on voit en premier plan au même titre que les enfants, fait partie de la famille, eh bien, il a continué son ascension. Il a bouleversé au passage un certain nombre de repères sociaux, culturels et juridiques estimés traditionnels, mais face évidemment à la volonté des propriétaires. Le chien, un petit peu les animaux en général, ont un petit peu gagné. Alors difficile à l'échelle des siècles de ne pas être saisi par l'envergure des déplacements. Aujourd'hui, ça me paraît important, l'harmonie est atteinte avec l'insertion prochaine dans le Code civil, on espère, de cette mention être sensible, mais surtout, la France, quelque part, a fait sienne cette fameuse phrase de Gandhi: on peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux y sont traités. Et quelque part, on peut se féliciter, en attendant la décision du Sénat, de ce progrès. Alors c'est peu, diront certains, c'est peu au regard de la nouvelle place qu'occupent les animaux de compagnie comme le chien. On le voit là, auprès des hommes, ils sont devenus des membres à part entière de la famille, dont on se dispute volontiers la garde, à qui l'on offre une sépulture, ce qu'on a le fameux cimetière d'Asnières pour les animaux. Et dans le cœur des hommes, en tout cas, ils ont enfin gagné une place de choix. Ce sont des êtres vivants doués de sensibilité, mais dans le cœur de nos législateurs, ils demeurent et demeureront encore des objets et des objets de compagnie. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, c'est le moment, n'hésitez pas. C'est vrai que le film est très documenté, très juridique aussi, mais bon, en même temps... Merci pour c'est un livre, c'est ça, excusez-moi. Voilà, pour quelqu'un dans la recherche, c'est un livre qui est sorti dans la librairie. Oui, c'est un livre. À la base, c'est pas une recherche universitaire. Alors, quelque part, c'est une recherche universitaire, parce que je suis universitaire, c'est le cas en moi. C'est une commande qui m'a été faite par le directeur de collection à l'époque chez Autrement, consacrée à le soin de choses, qui m'avait contacté et qui m'avait demandé tiens, est-ce que tu peux une idée parce que évidemment, je me dis des choses, des objets, des connaissent. Je lui ai dit tu as raison de me contacter, puisque je vais te parler d'un objet qui est évidemment pas considéré comme un objet, qui parle du chien, d'animal, et qui va aussi du chien. Et j'ai fait cette étude. Il y a à la fois qui mêle la littérature, le droit, la philosophie, et j'ai voulu montrer tout simplement que le chien était un objet de compagnie et comment finalement il y a des lumières et des situations comme ça. Là, ce que j'ai voulu plus axé au regard de l'actualité, Ah, pour tous les Ah oui, parce qu'on n'entend pas bien. Ah oui, pour les questions, ça vous dérange? Non, mais le micro. Voilà, donc c'est un ouvrage qui est né tout simplement d'une commande de la part d'un éditeur. Donc, ma question qui suit, c'est pas pour créer la polémique, hein. Je suis désolé, je tiens à le dire. Pour L'anthropocentrisme. De la religion, donc vous avez présenté depuis les Grecs, après vous passez à l'arrivée des religions. C'est pas un reproche, je ne suis pas un spécialiste, je suis désolé. Donc j'ai senti qu'il y a, vous avez envoyé un revers de la main, vous avez fait une conclusion, vous avez tiré une conclusion. Je ne suis pas non plus un spécialiste de la religion, soit chrétien ou biblique, vous avez dit. Les religions sémitiques. sémitiques. C'est sémitique, voilà, on va dire les religions sémitiques. Mais à ma connaissance, en mon humble connaissance, concernant. Je suis sûr que les trois religions sont d'accord sur le fait qu'il y a un respect de l'animal et du chien aussi. Comme vous avez dit, à la fin. Ah oui, non mais oui. Vous avez dit, conclusion, la religion, elle détestait les animaux en général, le chien en particulier. À cette période-là, oui. À cette période-là, c'est-à-dire qu'on est à peu près au XIIIe siècle, on va dire, 12e, 13e siècle, au moment où on redécouvre la religion, le christianisme s'est réellement installé, en tout cas en France.
on redécouvre le droit romain, on redécouvre toutes ces conceptions, et effectivement, à lire dans la Bible, alors l'Ancien et le Nouveau Testament, évidemment, il y a des évolutions entre les deux. Tous, évidemment, ne considèrent pas le chien, je prenais le chien en l'occurrence comme une bête sale, impure et famélique, puisqu'on a la parabole du pauvre et du mauvais riche de Lazare. Et évidemment, on reconnaît toutes les qualités à l'animal. On a également Saint Matthieu qui reconnaît toutes les qualités à l'animal, mais l'essentiel des textes, quand on regarde et quand on écoute les spécialistes de la religion, c'est vrai que les textes sont peu favorables aux animaux, mais le chien en particulier, mais pas tous. Oui, mais quand vous dites sale et famélique... oui, sale, impur et famélique. Famélique, là je ne suis pas d'accord. Peut-être on dit qu'il est sale, il y a une souillure dans sa bouche. Moi je parle en connaissance de cause, je suis musulman. Donc j'ai rien contre les chiens, je m'en soucie d'avoir une belle maison, d'avoir un chien et un chat à la maison. Franchement. Mais la souillure, d'ailleurs, je le dis à toutes les personnes ici qui ont des chiens, des fois, elles remarquent, elles sentent que la personne qui est dans l'ascenseur, moi personnellement j'étais obligé d'expliquer à ma voisine que c'est pas, j'aime pas son chien, mais quand je vais faire ma prière, je ne veux pas qu'il me touche avec sa salive. Ah oui, moi j'ai eu ça avec les voisines. Voilà. Ça m'avait choqué. Ça vous a choqué? Ah, oui, oui. Donc je vous explique, le problème c'est que la salive du chien, la salive, c'est considéré comme une souillure pour quelqu'un qui a prière. On fait des ablutions et que le chien, quand il te touche au niveau de ton vêtement, on passe de l'eau dessus pour faire sa prière. Mais jusqu'à dire qu'il est familier, qu'il est porteur ou qu'on le déteste, que ce soit la religion, que ce soit un musulman, quelques personnes, quelques pratiquants, ils font croire des choses, c'est pour ça que je dis, quand je dis, est-ce que c'est dans le cadre d'une recherche, il faut bien cibler les choses et dire bien les choses. Non. Dans le livre, j'ai pris plus de temps à expliquer évidemment les points de vue. Ne vous inquiétez pas. Là, j'ai fait au plus vite, mais c'est vrai. De toute façon, et là, je me place plus évidemment, on va dire au 12e, 13e siècle. Cette conception était très radicale et l'application des textes était très radicale. Aujourd'hui, évidemment, on a fait évoluer les textes. Vous le dites vous-même, si vous n'avez rien contre les animaux, mais c'est juste évidemment qu'à cette période-là, au moment de l'Antiquité, au moment finalement de l'Empire romain chrétien, ce sont des textes qui avaient énormément de valeur. Alors évidemment, dans le cadre de mon ouvrage, je suis plus nuancée. Alors j'aborde, parce que je ne suis pas spécialiste non plus des religions. Scientifique, justement, spécialiste avant de tirer des conclusions. Parce que dans l'ouvrage, je suis plus nuancée. Je montre au contraire que à d'autres occasions, évidemment, le chien, je prends le chien parce que c'était le chien, voilà, était la base de l'ouvrage, était aussi considéré. Mais on voit l'évolution entre l'Ancien et le Nouveau Testament également, hein, quand on regarde la Bible. On voit l'approche différente, mais on s'est servi du chien. De toute façon, ça a toujours été un prétexte pour dire que ça, c'était pas bien. Et quelque part, c'est un peu une parabole de dire que le chien est sale, impur et famélique parce qu'on a besoin de ça. Mais évidemment, sinon j'aurais pris plus de temps pour détailler, mais vous avez raison de souligner cet aspect. À titre d'information, je parle de parabole, j'ai deux paraboles à vous dire. En tant que je m'a raconté, ma mère m'a raconté, dans le cadre, on raconte que selon la tradition biblique, moi je dis prophétique, c'est Mohamed qui nous a ramené ça, parce que ça c'est juste pour moi. Donc la première parabole, c'est une dame pieuse qui est partie en enfer à cause d'une chatte. Elle a puni une chatte, elle a énervé, elle a puni, elle l'a enfermée dans une chambre. Elle n'est pas sortie pour se débrouiller pour manger, elle ne lui a pas donné à manger. Elle est morte. La dame pieuse qui a fait toute sa prière, tout ce qu'elle a fait dans sa vie, elle est partie en enfer à cause d'une chatte. Une autre parabole, une prostituée qui sort le soir, elle finit son travail, elle sort dans le désert, dans un puits, elle avait soif, elle boit, et puis elle voit un chien qui avait soif. Elle descend sa chaussure, elle ramène de l'eau, elle donne à boire à un chien qui avait soif, elle est partie au paradis. Vous voyez ça? Donc quand on dit nous voilà. Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord. Il y a des exemples, il y a énormément d'exemples, je les évoque dans l'ouvrage, mais effectivement, juste que pour servir le propos, si vous voulez, et qui stigmatisait à ce point l'animal, ce qui a été retenu et qui est utilisé, un peu comme l'Église qui retient finalement la théorie de Descartes, parce que ça l'arrange bien, parce qu'elle a besoin. Ce que j'évoquais, c'est en fait c'est une question de stabilité sociale. À partir du moment où finalement les hommes comme ça se comportaient vis-à-vis de leurs animaux, parce que c'était le cas des femmes notamment, ce qu'on critiquait
expliqué les femmes qu'elles avaient toujours un petit chien sur leurs genoux, qu'elles se faisaient lécher la bouche par le petit chien, qu'elles leur donnaient à manger, etc. C'était considéré comme ça. Et en fait, on a tout simplement, sous couvert de religion, sous couvert des préceptes religieux, et bien tout simplement stigmatisé le chien. Mais stigmatiser la religion. Et stigmatiser. Alors, du coup, voilà, pour les opposants, pour les défenseurs de la cause animale, dans le même sens, on a stigmatisé la religion. On regarde les écrits de Jules Michelet, on a également stigmatisé. Et également, vous avez l'abbé de Lille, qui était un religieux, qui était lui-même horrifié par certaines lectures de la Bible, certains textes de la Bible, parce que justement, il ne considérait pas les animaux. Et on regarde ce magnifique poème qui s'appelle La Pitié de Lille. C'est finalement un plaidoyer vis-à-vis du chien, évidemment. Il y a énormément de contre-exemples, je les évoque dans l'ouvrage, mais là, c'est vrai que j'ai été un peu rapide pour... J'ajoute une chose, je ne vais pas faire une conférence, excusez-moi. Pour la viande, quand on parle, c'est le problème du temps là, pour la viande, quand on dit on tue un animal musulman, voilà, il y a toute une polémique pour égorger un animal, c'est trop, c'est méchant. Comment? Vous ne mangez pas du chien. Non, c'est un animal. Oui, non, mais parce que là on est sur le chien. Ah d'accord, je vais arrêter là. Oui, vous avez raison d'évoquer sur le fait de manger du chien. On a mangé du chien jusque dans l'entre-deux-guerres. Et au moment de la Commune en 1871, le préfet avait autorisé les Français, les Parisiens notamment, à manger du chien parce qu'il n'y avait rien d'autre à manger. Donc on a mangé le chien et calvant la dernière boucherie, on va dire canine en Allemagne, a fermé ses portes en l'entre-deux-guerres. Donc c'était un mets comme un autre. Voilà. Ce que je veux soulever, c'est que quand on tue l'animal au nom de Dieu, justement par respect à l'animal, de quel droit un homme il tue un animal? Donc c'est pour ça qu'on dit halal, c'est ça, tuer l'animal au nom de Dieu parce qu'on n'a pas créé. Du coup, il y a une âme d'animal. Ma mère, elle m'a appris l'œuf avant de le casser, je le dis au nom d'Allah. C'est-à-dire par respect à cet œuf-là, parce que c'est un être vivant. Avant de le casser, je dis, et je le reste 3 fois, et je dis au nom de Dieu 3 fois avant de le manger. C'est par respect à cet animal. Un homme qui est une créature ne peut pas tuer notre créature. Ah oui, non, clairement, de toute façon, toutes les religions protègent les animaux. Alors, c'est au cas par cas, évidemment, parce que quand on va regarder le livre des rois et quand on regarde l'épisode de Jézabel, l'épouse du roi Akab qui est jetée au chien, c'est par hasard. Voilà, il y a plein de petites histoires comme ça, ou même le chien Toby qui suit comme ça son maître. Il y a plein d'histoires dans la vie finalement qui sont contre le chien, d'autres animaux, et puis d'autres qui revendiquent certains animaux. On a la colombe dans la vie qui est un animal sacré, etc. Donc voilà, c'est en fonction de ce que quelque part les religions veulent enseigner et veulent finalement distiller comme principe de vie. De vivre ensemble, de respect de la nature et des animaux en général. Et évidemment, on va apprendre à chaque fois le bon exemple et le mauvais exemple. Le cas que vous évoquez du fait de dire la femme qui a maltraité le chat, elle va en enfer, et la dame qui a bien traité l'animal va au paradis, c'est typique de l'exemple dont on se sert les animaux pour dire, commander finalement des principes de vie, de respect de l'autre, de la nature, des animaux en règle générale. Je voulais juste signaler que nous avons acheté l'ouvrage de Madame Vanneau. Il se trouve qu'il est emprunté, donc j'ai juste imprimé la fiche, mais sur le catalogue de la médiathèque, vous pouvez le réserver. Et puis il y a une petite question, je n'ai pas compris, famélique, donc pour moi ça voulait dire maigre, alors je ne comprenais pas pourquoi. Oui, parce que c'est ça, ce sont des animaux maigres, et on n'aime pas les voilà. C'était maigre. En fait, c'est tout, voilà, sale, impur et voilà, c'est typique, voilà, ce que vous évoquez, très justement, c'est-à-dire qu'on voilà, on estimait que c'était des animaux, à partir du moment où ils étaient faméliques, ils avaient toujours faim, ils étaient glutons. Et donc, du coup, c'est ça qui n'était pas bien. Ouais, exactement, c'est un parasite. Et ça a été... Un gros parasite, ça serait mieux. Et non, quelque part, puisqu'on estime, voilà, on serait moins regardant s'il était gros, puisqu'on estimerait qu'il est suffisamment nourri. Donc on n'aurait rien à lui dire quelque part. J'ai bien compris famélique. C'est comme les gens qui faisaient là. Et moi, je suis désolée, j'avais une question aussi, bon, en fait, un peu simpliste, mais j'ai pas été là non plus sur toute la conférence, je m'en excuse pour plusieurs choses en même temps, voilà. Par une expo, je me demandais un petit peu, j'avais entendu qu'il y avait un statut particulier aussi sur les chiens d'aveugles, justement, qui aident les personnes aveugles, parce que c'est vrai que la semaine dernière, on a beaucoup parlé de ce lien qui nous lie aux animaux et de comment, en fait, ils nous aident et comment leur rendre aussi les choses. C'est vrai que si on leur rend les choses en les mettant au statut d'objet, c'est un petit
Alors, ce qui peut, effectivement, ouais. Pour les chiens guides d'aveugles, leur statut est particulier. Normalement, ils sont autorisés à entrer absolument partout, donc on n'a pas le droit de leur interdire l'accès ni au restaurant, ni au supermarché, etc. Puisque, même chez nous. voilà, ils sont dans le cadre du travail, ce sont des outils. Mais sachez également qu'il y a des associations aussi qui se sont rebellées contre ces chiens guides d'aveugles, parce que c'est vrai qu'ils servent l'humain, mais quelque part, on les contraint à ne pas jouer forcément à être le chien. C'est-à-dire un chien, ça va vers les autres, c'est un être sociable. Et souvent, le chien guide aveugle, on le contraint, on l'empêche d'aller vers les autres parce qu'il doit être concentré sur son travail. Il y a des débats en droit, justement. On se pose la question de savoir est-ce que, et y compris avec certains vétérinaires et certaines associations de défense des animaux, de savoir est-ce que le chien, on peut l'exploiter comme ça? Parce que quelque part, ça va à l'encontre des lois de protection des animaux. Le dressage des chiens guides aveugles est assez contraignant. Le chien, par définition, parce que c'était le chien globalement, est un être social, il va vers les gens. Il est toujours content. Victor Hugo disait que le chien a le sourire dans sa queue. Et il avait raison. Il avait raison. Hein, le chien est social. Alors évidemment, il y a des contre-exemples. Hein, bon, après tout, les chiens sont un peu comme les humains, on ne vont pas aimer tout le monde, mais quelque part, c'est ça. Et le chien guide aveugle, on le contraint. Et on le fait travailler durement. Et ça pose de réels problèmes. De l'extérieur, moi je ne le voyais pas du tout comme ça. Mais moi non plus. Le Terre-Neuve, le Mont-Saint-Bernard. Voilà, mais il travaille. Voilà, il travaille. Il doit ce que Montaigne décrivait très bien. Comment le chien sait qu'il doit passer là plutôt qu'ailleurs. Il doit guider son maître. Et ça, c'est un travail, c'est un dressage. C'est contraignant. Le chien, moi je vois le mien affalé sur le canapé. Voilà, c'est quelque chose, il préfère dormir les pattes en l'air, le chien il préfère jouer, c'est ça, c'est quelque chose, c'est l'éternel bébé, hein, comme on dit souvent, et quelque part le chien guide aveugle, lui il est contraint de ça, il doit toujours être obéissant, il doit travailler, il travaille tout le temps, parce qu'il est cette aide pour la personne qui en a besoin. On parle des aveugles, mais on parle également des handicapés, puisque c'est un secours essentiel également pour les personnes handicapées. Mais il y a d'autres chiens qui travaillent. Également les chiens sauveteurs, les chiens de troupeau, les chiens de chasse, vous avez dans les grandes meutes les chiens de chasse également. Faire la drogue et tout ça, ils sont pas libres. Exactement. À partir du moment où on fait travailler un animal, il n'est plus libre de ses mouvements. Et même si certains, alors c'est beau, c'est vrai, c'est admirable de voir ces chiens travailler, mais quelque part on les contraint, ils sont toujours focalisés sur leur objectif, ils cherchent de la drogue, ils cherchent telle ou telle marchandise, et ça c'est pas naturel pour un chien. Et c'est vrai qu'on drogue les chiens, Non. Non.